Sport Plus de retour sur esautv.bj après les fêtes. Le principe n'a pas changé. Nous ferons le tour d'horizon de l'actualité sportive au Bénin et hors de nos frontières. Mais avant, recevez les vœux les meilleurs de toute l'équipe de réalisation à l'orée de cette nouvelle année 2019. Santé, paix du cœur, réussite dans vos entreprises et surtout une année sportive pleine en restant bien sûr connecté au programme d'ESAE TV. Le feuilleton pays organisateur de la CAN 2019 est désormais conjugué au passé. La 32e édition de la plus grande fête du football africain va se dérouler finalement en Égypte, a décidé la CAF ce mardi 8 janvier 2019. Un peu plus tard dans la journée, Mohamed Salah a soulevé son deuxième ballon d'or d'affilée lors des trophées CAF 2018. Le Bénin ne reste pas en marge de cette semaine d'actualité du football africain. Le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, est attendu à Cotonou ce jeudi 10 janvier 2019. Nous allons revenir également au cours de cette émission sur les derniers résultats des championnats nationaux de football Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que d'autres événements sportifs. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Anou Akako, mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux, Larius Yagbenon, meilleurs voeux aussi à nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent et qui nous ont vraiment manqué pendant cette période de fête. René Sagbo, bonne et heureuse année à vous. Ben, vœux réciproques et bonjour aux amis téléspectateurs, à qui nous profitons bien sûr pour souhaiter à nouveau, vous l'avez dit d'entrée, nos meilleurs voeux pour l'année 2019. On démarre par le deuxième ballon d'or africain reçu par Mohamed Salah mardi lors des CAF Awards 2018. L'attaquant égyptien est devenu le 4e joueur à gagner ce prix 2 fois d'affilée après El Hadji Diouf 2001-2002, Samuel Eto'o 2003-2004 et Yaya Touré 2011-2012. Les deux premiers ont assisté d'ailleurs à la cérémonie de remise de cette récompense à Dakar, au Sénégal. Suivons les premières impressions du pharaon après avoir reçu son trophée. Le meilleur joueur de l'année 2018, Mohamed Salah. Mohamed Salah, pour la deuxième fois, qui va rejoindre les légendes qui ont gagné le trophée plus d'une fois. Les Kanou, Drogba, Eto'o et El Hadji Diouf qui ont remporté plus d'une fois. Mohamed Salah pour la deuxième fois. Voici, mesdames et messieurs, pour vous Africains, le meilleur footballeur africain de l'année, Mohamed Salah. Merci beaucoup. Avec, on va accompagner Mohamed Salah quand même pour un discours. Le discours du vainqueur, Camillus. You may go, Excellency. You may. Good evening, everyone. I can't believe it's been a year since I was last of this stage. This award for me is I always say this award for me is very big. I love it because I saw it when I was young. I had a dream to win it one day. So now I won it twice. And I'm very proud to win it twice. And I have to thank my family, my teammates, my fans, everyone who played a role in my career to make that happen today. I would love to dedicate this award for my country, Egypt, and I would love to dedicate this award to my country, Egypt, and good night. Thank you. Anou Akako, Mo Salah, comme on l'appelle affectueusement, entre ainsi un peu plus
dans l'histoire de cette distinction? Bien sûr, j'aimerais prendre un peu de ces propos qu'il a eu à dire, parce que pour lui, c'est très fort ce que je vis, dit-il, parce que tout enfant, je rêvais de gagner un ballon d'or, mais 2 fois de suite. Pour moi, c'est immense. C'est ce qu'il a dit, donc c'est vraiment immense. Il entre un peu plus dans la légende, il rejoint ses aînés qui étaient aussi à Dakar. Et donc c'est bien intéressant pour, dans la carrière d'un joueur, avoir des distinctions personnelles. C'est très important. Et la voix 2 fois de suite, c'est encore plus immense. Et donc, ouais, Salah, il est entré dans la légende. René Zago, on peut dire que Mo Salah est définitivement une star du football africain. Il est actuellement, je peux dire, le digne successeur d'Eto'o et de Drogba. Ben oui, il faut d'abord lui dire bravo, parce que ses prédécesseurs ont tous salué ce deuxième sacre, et c'est la preuve que le travail paye. Le travail paye vraiment, parce que ce sacre était attendu de toutes les façons au vu de la prestation de Mohamed Salah par rapport à ces 2 autres challengers, dont Sadio Mané, son collègue de club, qui allait d'ailleurs le féliciter après ce sacre. Et je dis, c'est bien pour le football africain, tout le monde l'a vu. Il a fait une très belle saison, et bravo à l'Égyptien, dont le pays va d'ailleurs accueillir dans quelques mois la phase finale de la CAN 2019, et je pense qu'il sera encore de la partie avec l'Égypte. Et parlant de performance, il faut dire que ces 3 finalistes du prix du meilleur joueur africain de l'année 2018 méritent leur place. Oui, je commence par le premier, Mohamed Salah. Il mérite, dans 50 matchs, il a mis 37 buts et délivré 18 passes décisives. Donc vous imaginez un peu, quand on prend ces stats-là, il sort du lot en tant que joueur, en tant que position centré, numéro 10 attaquant. C'est bien intéressant pour ces stats. Quand vous voyez celui qui suit, c'est 40 matchs, 25 buts et 7 passes décisives. Et puis le troisième, celui qui était au troisième podium, son compère de l'attaque de Liverpool, Sadio Mané, c'est bien sûr 50 matchs, il a mis 22 buts et puis 7 passes décisives. Donc quand on prend ces stats, on peut dire que oui, Mo Salah mérite sa place. Maintenant, moi, personnellement, l'ordre après Salah me gêne un tout petit peu. Voyez Aubameyang occuper, même sur le podium et occuper la 2e position, je suis un peu gêné par rapport à... Parce que quand on parle de CAF et autres, quand on parle de meilleur joueur africain de l'année, c'est le joueur qui a pu marquer... Oui, par ses prestations, a marqué, et non seulement son club a participé au résultat de son club, mais également son pays. Alors quand on prend ces 3 joueurs, on sait que Salah, effectivement, il est impliqué dans le jeu de Liverpool, il est impliqué surtout dans le jeu de son pays, les Pharaons. Mais quand vous prenez Salah, Mané aussi, c'est pareil. Mais quand vous prenez Pierre-Emerick Aubameyang, comme on l'appelle affectueusement, c'est un joueur qui snob la sélection nationale, il vient quand il veut. Il peut simuler une blessure ou des situations atténuantes pour ne pas venir en sélection. Voilà, il prend la 2e place parce qu'il a mis 25 buts en 40 matchs. On le met là. Pour moi, je suis un tout petit peu gêné. J'aurais pu voir à sa place un certain Sénégalais, un autre Sénégalais, Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli, qui a aussi fait une très bonne prestation. Quand je le vois là, moi, je dis que franchement, PEA ne mérite pas d'être dans le trio final. C'est pas parce qu'il a mis 25 buts, mais pour moi, il n'a pas su apporter ce qu'il faut. Encore que le Gabon a occupé quelle position pour la CAN qui était passée. C'est vrai, il n'y a pas eu de CAN lors des éliminatoires. Nous ne maîtrisons pas trop les critères que la CAF utilise pour la désignation du meilleur joueur africain. Dans ce genre je ne dis pas compétition, sinon de distinction,
les règles sont pour la plupart universelles. Il y a certaines règles qui sont laissées à la discrétion. Je parle sous le contrôle, bien sûr, du seul journaliste béninois qui vote pour le Ballon d'Or. France Football, qui est à nos côtés oui, ici, il y a des règles qui restent à la discrétion du comité d'organisation de ces récompenses individuelles. Non, ben, je comprends la version d'Arnaud Akapo, mais on l'a souvent dit, il faut forcément des règles pour la désignation d'un meilleur joueur. Et la CAF a ses règles qu'on ne connaît pas malheureusement. C'est malheureux de ne pas connaître les règles d'un jeu. Vous revenez à votre première démonstration sur le nombre de buts marqués, vous vous rendez compte que le trio est bien respecté. Maintenant, en dehors du terrain, si on doit amener le critère de la prestation en sélection, là, il n'y a pas photo. Excusez René Sabou, est-ce que c'est une distinction des meilleurs buteurs, d'accord, africains ou du meilleur joueur africain? Et si c'est une distinction pour les meilleurs joueurs africains, je pense même que quand on prend ce qui se passe, ce serait PEA qui sera le meilleur joueur parce que 25 buts en 40 matchs, le ratio lui donne comme favori. Alors que si c'est 50 matchs, l'autre a mis 37 buts. Donc on peut même dire que ce sera PEA. Mais ce n'est pas une distinction du meilleur buteur africain, mais du meilleur joueur africain. Oui, mais là, vous ne pouvez pas tout de suite attaquer. Le fait qu'on n'ait pas les critères rend difficile une appréciation par rapport au choix fait. Maintenant, si on va sur le critère que vous avez énuméré, mais on s'en remet là. Heureusement que la désignation fait unanimité. Voilà, oui, et ce qui fait déjà l'unanimité ou qui fait l'objet de critiques, j'allais dire, c'est que les distinctions individuelles, surtout au niveau du football, sont ces dernières décennies. Surtout du football africain. Mais il faut voir, à part cette année où, du côté du vieux continent, Luka Modric est venu ravir la vedette aux deux phénomènes du foot mondial actuel, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ce sont les stars, ceux qui inscrivent le plus de buts lors des compétitions ou sur l'année qui remportent cette distinction. On a vu avec Samuel Eto'o, on a vu avec Didier Drogba. Donc il faut souhaiter que la CAF rend public les critères. Oui, c'est vrai ce que vous aviez dit aussi en 2010, on l'a vu avec Wesley Sneijder qui avait fait une très bonne Coupe du Monde, Iniesta qui était le meilleur buteur, le buteur de la finale de la Coupe du Monde. Le trophée a été remis à Lionel Messi. Il y avait une contestation, c'est vrai. Toujours est-il qu'il faut revoir un peu. C'est justement pour ça qu'à la fin, France Football et puis FIFA ont dû faire chemin à part. Il faut dire simplement que Mohamed Salah fait unanimité, comme l'a évoqué tout à l'heure le patron du site JP Sport. Et d'abord, Mohamed Salah n'a pas été le seul joueur africain distingué lors des CAF Awards en 2018, hier du côté de la capitale sénégalaise, Nouakchott. Bien sûr, il y a aussi d'autres prix. Par exemple, son alter ego côté féminin, c'est bien sûr la sud-africaine Chirestina Tembi Katlana qui a décroché le prix de meilleure joueuse pour les femmes. La Sud-Afrique, l'attaquante de Dash de Houston a pris le prix logiquement parce que quand vous voyez un peu aussi son palmarès, meilleure joueuse africaine de l'année, meilleure joueuse de la CAN, meilleure buteuse de la CAN avec 5 buts, et donc c'est normal qu'elle décroche ce prix. Il y a aussi pour l'espoir de l'année, c'est bien sûr Achraf Hakimi, le Marocain, le jeune joueur qui a aussi pris ce prix-là. Il faut préciser les sociétés du Real Madrid. Merci pour la précision. Donc il est espoir de l'année. Il y a aussi pour les équipes nationales, c'est bien sûr la Mauritanie qui se qualifie pour la CAN après une très bonne campagne. La Mauritanie qui a battu la Guinée. Vous voyez un peu, donc c'est normal aussi. Là, je vois un peu. La Guinée, oui. La Mauritanie. Le Burkina, pardon. La Mauritanie qui a fait une bonne campagne éliminatoire, qui a battu le Burkina Faso lors de cette campagne. Donc c'est normal que la Mauritanie prenne ce prix-là au niveau des équipes nationales. Il y a aussi l'équipe nationale féminine, c'est bien sûr le Nigeria. Maintenant, par rapport au coach, c'est Evi Renard
le coach marocain qui a pris ce prix-là et par rapport aux dames. Est-ce que ce prix attribué à Hervé Renard, c'est sur le mérite ou... Parce qu'on a suivi un peu la campagne des éliminatoires du côté des Lions de l'Atlas. Ça ne pose pas un peu problème? Ben là, je renvoie la question à Capo parce que là, vous voyez bien que sur ce côté, il a eu un peu de bémol. Je pense que le choix d'Hervé Renard pose un peu problème. Il avait mieux, selon nous, quand même. Bon, et là, on ne peut pas trop aller contre aussi parce que le problème de critères se pose toujours. On peut toutefois dire pourquoi ne pas remettre ce trophée au sélectionneur de la Mauritanie. Parce que lors des années précédentes, ce sont l'équipe de l'année qui a son sélectionneur désigné meilleur entraîneur de l'année, souvent. Oui, et maintenant, sur ce plan-là aussi, il faut aussi voir la progression de l'équipe du Maroc sous la direction de Hervé Renard. On les a vus en Coupe du Monde contre l'Espagne. C'était de très beaux matchs, même s'ils ont perdu contre le Portugal. Ils ont bien joué. C'est vrai, ils ne se sont pas qualifiés. Maintenant, bon, on peut dire par rapport au niveau de jeu qui était un peu élevé. Alors, parce que c'était le Sénégal qui a fait rêver le plus le continent noir lors de cette Coupe du Monde. Le Sénégal, effectivement, le Sénégal qui était éliminé par rapport au fair play. C'est seulement que les gens ont souvent reproché à Cissé un problème de coaching, de lecture du match. Donc peut-être il y a aussi ça. C'est vrai, on ne va pas faire, on va pas se retrouver sur ce terrain-là. Bien sûr. Par rapport, je dirais par rapport à l'entraîneur féminin, c'est bien sûr la Sud-Africaine Désirée Ellis qui a décroché ce titre-là. Et président de fédération, c'est Fawzi Lekdja de la fédération marocaine de football qui a décroché ce prix. Et puis, on a attribué la platine Award à Macky Sall, le président du Sénégal. Je ne sais pas comment ça a été. Je me suis dit que peut-être que c'est à cause des 950 millions de CFA dépensés pour organiser le CAF Award qu'il a reçu ce prix. Voilà. Ok, mais on peut dire que le Maroc peut se consoler avec ces deux prix attribués, l'un à son sélectionneur national et l'autre au président de la Fédération marocaine de football. Parce que pour la désignation du pays organisateur, celui-là qui devrait remplacer le Cameroun, à qui la CAF a retiré en fin novembre dernier l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc faisait partie des favoris, mais au finish, avec les critiques ou peut-être les sorties médiatiques, le royaume chérifien... Il faut dire plutôt les sorties de route, hein, surtout du comité exécutif, parce que on annonce ce qui sera fait. Et quand vous voyez que c'est pratiquement ce qui a été fait, donc les gens voyaient déjà à peu près la fin de cette histoire-là. Donc le Maroc, habilement, il faut le dire, s'est retiré. Le Maroc n'organisera pas donc la CAN 2019, mais c'est plutôt le meilleur joueur africain de l'année 2018, Mohamed Salah, qui va disputer cette compétition à domicile avec sa sélection, les pharaons de l'Égypte, du 15 juin, bien sûr, au 13 juillet prochain. Son pays a été désigné hier mardi 8 janvier 2019 au détriment de l'Afrique du Sud en remplacement du Cameroun, initialement choisi pour abriter la compétition depuis 2014. Et nous allons écouter le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, à l'issue de la réunion extraordinaire du comité exécutif de la CAF qui a pris cette décision à Dakar. Respect total vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Après avoir écouté Roland Berger, après analyser la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. Toutes les opérations sur ces préparations vont commencer à partir de maintenant. La CAF va travailler étroitement avec l'Égypte
pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous savons les défis, nous savons les problèmes qui existent, mais ça n'empêche pas, nous avons toutes les compétences nécessaires, nous pouvons demander le soutien de nos partenaires, dont en partie la FIFA ou des autres pays, pour nous aider à réaliser cette CAN 2019 à 24 qui va se dérouler pour la première fois en terre égyptienne. Voilà ce que nous vous annonçons aujourd'hui. C'est l'information que vous voulez avoir pour le moment. La décision que nous avons prise à Accra, c'est que comme le Cameroun n'était pas prêt, ils ont déjà investi, et énormément qu'ils ont investi. Nous ne pouvons pas laisser nos pays, nos dirigeants dilapider de l'argent comme ça, sans utilité. Il faut les accompagner, il faut prendre en compte. Les règlements, c'est nous qui l'avons établi. C'est nous qui devons voir, dans les contextes où nous sommes, en quoi peut être positif ce règlement. Et les autres glisseront automatiquement dans ce cadre. Libre à celui qui le conteste, mais la CAN n'appartient qu'à la CAF. C'est la CAF seule qui peut décider de sa compétition. Lorsqu'il y a des éléments techniques qui ne rassurent pas, la réglementation est claire. Concentrons-nous maintenant pour les awards de ce soir, et on vous invite pour les awards, c'est la fête du football. Allons faire la fête maintenant pour la soirée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. René Sago, on peut pousser un ouf. Enfin, la CAN en 2019 a trouvé une terre d'accueil. Exactement, la CAN a trouvé une terre d'accueil. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de remous sur le pays qui allait accueillir. Ben, on avait finalement deux grands pays du continent, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et c'est finalement l'Égypte qui a pris le dessus à l'unanimité des membres du comité exécutif de la CAF. Il faut dire bravo à l'Égypte en attendant de revenir un peu sur les raisons qui auraient poussé à ce choix. Mais je pense que les deux pays étaient au coude à coude et voilà, un l'a remporté. Oui, Arnaud Akapo, bon, l'Égypte, on peut dire, est devenu le pays sauveur de la reine de toutes les compétitions de football sur le continent africain. Bah oui, sauveur, on peut le dire ainsi, parce que on cherchait depuis quel pays organiser et cette CAN-là depuis que la CAF a commencé par tergiverser, a commencé par faire multiplier les visites d'inspection sur les infrastructures au Cameroun. Les gens voyaient déjà la main, un règlement de compte entre Ahmad et puis Ayatou. Et finalement, le Cameroun ne l'a pas organisé il y a un temps. On disait, ils ont demandé à faire ce choix-là en janvier. Donc maintenant, à 5 mois de cette compétition, on sait maintenant qu'il y a un pays pour organiser cette CAN-là. Donc c'est déjà important. On peut dire que oui, c'est stable à ce niveau-là. Et les gens peuvent maintenant commencer par se préparer. Et selon vous, quelles sont les raisons qui ont milité en faveur du dossier égyptien? Les raisons qui ont milité, on peut quand même dire, hein, comme le disait René José Sabou tout à l'heure, les deux pays se ressemblent un tout petit peu en termes d'abord de capacité à pouvoir organiser des événements du genre, parce que par le passé, ils ont pu organiser des compétitions à l'échelle internationale. L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de cricket, la Coupe du Monde de football. Récemment, en 2010, ils ont organisé la CAN en 2013 au pied levé aussi. L'Égypte aussi a organisé la Coupe du Monde des moins de 20 ans, la coupe du Monde des clubs, des compétitions de clubs et tout et tout. Et donc, forcément, ça a d'humilité. L'Égypte aussi, c'est un pays qui a des infrastructures qui existent déjà. Forcément, il y a des infrastructures d'envergure qui peuvent abriter ces compétitions-là. Quand on parle de transport, c'est un pays qui est aussi mieux loti. Et sur ce plan-là, maintenant, c'est la dynamique sécuritaire. Au niveau des deux pays aussi, qui se ressemblent un petit peu. Lorsque vous prenez l'Afrique du Sud, c'est le pays où le taux de criminalité est très élevé. L'Égypte aussi est en train de se faire remarquer
malheureusement, négativement sur ce plan-là, avec les actes de terrorisme. Pas plus tard, le 28 décembre dernier, il y a un acte de terrorisme qui a eu lieu dans ce pays. Il y a eu des morts, 4 morts, et des touristes vietnamiens et puis le guide. Et puis, il y a eu une église orthodoxe qui a été attaquée. Voilà. Et donc, quand on voit un peu sur ce plan-là, un peu que ces deux pays-là s'équivalent, maintenant, peut-être la CAF a préféré que, comme l'Afrique du Sud a déjà organisé des trucs là du genre aussi, il faut aussi voir le volet politique. On a vu que très tôt, les Égyptiens se sont manifestés, notamment le ministre des Sports, Ashraf Sobi, qui s'était déjà manifesté déjà dès décembre pour dire « Ah oui, nous on est prêts, on a un dossier, non, forcément ça diminue. » Mais parlant que des deux pays-là, ils ont déposé leur candidature à la veille de la clôture de la période de dépôt des dossiers. Exactement, ils ont déposé, mais ce qui a joué ici, selon moi, c'est la volonté politique. La volonté politique, parce qu'à Cap, on l'a dit très tôt, l'Égypte a manifesté sa volonté d'organiser cette compétition avec un gros soutien du chef de l'État égyptien et de tout son gouvernement. Et en plus de ça, il faut le dire tout de suite, il a eu moins de demandes financières du côté de l'Égypte que du côté de l'Afrique du Sud. Et puis, nous avons eu la chance de voir un peu le dossier au niveau des deux. Nous avons l'Égypte qui a proposé déjà 4 stades avec assez de propositions sur le côté sécuritaire qui a dû départager les deux. L'Afrique du Sud aussi. Mais il semblerait que du côté de l'Afrique du Sud, il a eu quand même une demande de soutien côté financier. Vous avez vu dans la locution du président de la CAF, il a dit qu'ils vont pouvoir voir les partenaires, la FIFA et certains pays africains qui pourront venir en renfort à l'État égyptien. Mais au départ, l'Égypte a déjà fait des propositions pour organiser cette compétition avec un certain nombre de garanties. C'est vous dire que dans ce cas espèce, il a la volonté de l'État d'accueil qui compte énormément. Et vous avez vu, si nous allons faire un pas en arrière vers le Cameroun, le président de la CAF l'a dit, le Cameroun a énormément investi avec assez de garanties du chef de l'État, ce qui lui a valu une réattribution de la CAN en 2021. Donc c'est comme ça se passe. Il faut souligner que l'Égypte, cette fois vainqueur de la CAN, record absolu d'ailleurs, va ainsi organiser pour la 5e fois la compétition après 1959, 1974, 1986 et 2006. Et il faut dire également que depuis quelques éditions déjà, la CAN peine à trouver un pays organisateur. On a vu le Gabon venir à la rescousse et également on a vu la Guinée équatoriale également qui a pris par là lors des 2 dernières éditions. Bien sûr, c'est devenu une habitude. Hein. Le pays choisit au départ pour organiser la CAN depuis pratiquement 2004 ou bien 2002. Oui, bien sûr, peine à prendre l'organisation. Donc, c'est devenu une habitude au niveau des instances de la CAF qu'il faut revoir. Maintenant, quand on parle de l'Égypte, oui, le président a commencé par... René Sagboa en parlait tout à l'heure, c'est une nation qui dispose aussi des infrastructures. Vous savez, ils ont déjà des pays, ils ont déjà des stades qui sont là. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut commencer par courir pour chercher à construire des stades qui ne sont pas... Il y a au moins 6 stades en Égypte qui sont de niveau à pouvoir accueillir la CAN, parce qu'il y a des stades, surtout quand on parlait le stade principal de la sélection égyptienne, c'est Borg Al Arab. C'est le stade qui est près d'Alexandrie. C'est un stade de 86 000 places, par exemple. C'est disponible. C'est vrai, même si la sécurité pose toujours problème, parce que actuellement, l'accès au stade est limité, parce que pour éviter les actes d'attentats, surtout ce qui s'est passé, je me rappelle, lors de match Al-Masri Al-Ali, c'était en 2012. Il y avait près de 112 personnes qui sont mortes. Donc, il y a eu de ces cas-là où on a limité l'accès. Seulement que l'Égypte a ce qu'il faut. Ils ne vont pas investir beaucoup de sous dans les infrastructures. Oui, rappelons que ce sera la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes que
l'Égypte recommande de titre de la compétition va abriter. Mais la première au Bénin est la visite de Gianni Infantino, président de la FIFA, après son élection, ou depuis son élection en 2016. Le patron du football mondial, accompagné du président de la CAF, Ahmad, sera accueilli à leur arrivée par Mathurin Tuchakus, président de la Fédération béninoise de football, entouré pour la circonstance d'une délégation des ministères des Sports et des Affaires étrangères du Bénin. Et au cours de cette visite, il faut souligner que le patron de la FIFA va signer un mémorandum d'entente FIFA-gouvernement FBF. Il va également rencontrer les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football ainsi que la grande famille du football béninois. Et cette tournée africaine ou cette escale au Bénin va s'achever aux environs de 15 h, toujours ce jeudi 10 janvier 2019, où le président Infantino va regagner le Burkina Faso pour poursuivre son périple africain. Oui, il faut dire quand même que c'est un honneur de recevoir le président de la Fédération internationale de football. Oui, on pourra dire que c'est une bonne nouvelle pour la diplomatie footballistique. Bien sûr, c'est vrai, il dit que c'est un honneur de recevoir parce que depuis que le Bénin existe, il n'y a aucun président de la structure fêtière du football mondial n'a mis pied au Bénin. Donc c'est déjà important de recevoir, c'est un honneur, même si il y a d'autres raisons qui sont derrière. Mais c'est toujours bon de recevoir. Comme vous l'avez dit, la diplomatie du football béninois est en marche, on peut le dire ainsi, parce que recevoir le président, échanger avec lui. Parce que dans la lettre de confirmation de Gianni Infantino, il disait que oui, ce serait pour lui une occasion d'exposer sa vision du football avec les acteurs, la famille du football béninois. Donc, quand il vient exposer, peut-être les gens vont voir clair dans ce que c'est que le football, ce qu'il veut que le football soit. Le football moderne, parce que le football, c'est une véritable industrie. Donc, c'est déjà important qu'il vienne au Bénin et échanger avec les autorités politico-footballistiques. Oui, comme le disait tout à l'heure Arnaud Akagbo, une bonne nouvelle pour le Bénin, mais nous soulignons que le président Infantino sera au thème de son premier mandat à la tête de la Fédération internationale de football association l'année prochaine. Ne serait-il pas une pré-campagne qui est déjà en marche? Non, moi je ne veux pas forcément prendre de ce côté avec la campagne, mais il faut voir d'abord, Akapola dit, l'honneur pour le Bénin, parce que là, vous savez, un président d'une fédération internationale, c'est le patron du sport mondial. Il ne se déplace pas dans un pays sur un coup de tête. Ça veut dire que le processus qui a commencé avec l'avènement du président Tuchakus à la tête de la fédération, la diplomatie du Bénin paye. Parce que souvenez-vous, quelques jours à peine après sa prise de service, il a été reçu à Zurich. Et là, que le président de la FIFA prenne la direction du Bénin, parce que tous les pays ne vont pas bénéficier de la visite du président de la FIFA. Donc, c'est une chance pour le Bénin, c'est inédit. Il revient maintenant aux acteurs du sport, aux dirigeants du sport béninois, aux responsables des institutions de pouvoir faire le lobbying pour pouvoir profiter de ce passage. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée. Ce n'était pas gagné d'avance, mais aujourd'hui, la Guinée est en voie d'organiser la CAN 2025. Je ne veux pas dire que le Bénin va aller sur ce terrain, mais on a d'autres besoins pour le développement du football béninois et je pense que le président Tuchakus saura faire passer le message avec le gros soutien du chef de l'État et de son ministre, je veux parler de M. Albado Meki, qui sauront apporter au président de la FIFA ce qu'attend le Bénin
pour qu'on ait quand même de bonnes retombées de ce passage au Bénin, parce que là, ça Parlant de retombées de ce passage du président de la FIFA et en ajoutant bien sûr la géopolitique du football mondial, quel sera, parce qu'il y aura un mémorandum d'entente tripartite qui sera signé au cours de cette visite officielle au Bénin, quel sera le poids de ce mémorandum dans le futur? Ben moi, je pense que d'abord, si vous prenez le projet d'action du gouvernement, il a assez de choses à réaliser pour le football béninois et le sport en général. Bon, maintenant, si je reviens au football, souvenez-vous, on a prévu des stades pour tous les départements, les arrondissements, etc. C'est le moment pour le gouvernement et je pense que le chef de l'État doit être une grande porte-voix au président de la FIFA pour que la FIFA s'investisse pour la réalisation de ça. Et si vous prenez aussi le programme d'action du président Deschacus, il a prévu beaucoup de choses en 4 ans pour le football béninois et c'est l'occasion de solliciter le soutien du président de la FIFA pour la réalisation d'une partie ou d'une majeure partie de ce programme. Et ceci, je le rappelle et je le dis clairement, avec le soutien du chef de l'État parce que la voix, les propos du chef de l'État vont beaucoup plus sonner dans les oreilles du président de la FIFA, comme on l'a vu dans les autres pays d'ailleurs. Et il serait bien de saluer d'abord l'union qu'on observe aujourd'hui, fédération, ministère, gouvernement. Et ça, vous allez voir, ça va être le fruit gagnant de cette visite du président de la FIFA. Oui, mais lorsqu'on sait que la FIFA est jaloux de ses prérogatives et quand le politique intervient dans la gestion de l'une de ses associations membres, elle n'hésite pas à taper le poing sur... Il faut rectifier quelque chose. La FIFA tape du poing sur la table quand, d'accord, le politique vient et démet un président. Mais lorsque le politique, vous l'avez dit tout à l'heure, Ahmad a dit quoi? Parce que le gouvernement égyptien s'est impliqué, on leur a attribué la CAN. Quand le gouvernement d'un pays, l'État central d'un pays s'investit et dit non, ben écoute, on accompagne, la FIFA est prenante, la CAF est prête et dit ben, on vous accompagne. Et donc c'est comme ça partout. Mais lorsque vous venez dire, ah, président, tu as touché 1 franc, eh bien, on te démet, on met notre projet là. La FIFA et la CAF ne sont pas d'accord. Mais j'aimerais revenir sur un aspect tout à l'heure. La diplomatie, c'est vrai. Les fruits de ce qu'on voit, la diplomatie du football béninois, on voit les fruits actuellement sous le règne de Mathurin Deschacus. Mais je tiens à dire une précision. Ce n'est pas parce que c'est Deschacus est là que c'est vrai, chacun vient avec son étoile. Mais ce travail-là, la présence de Gianni Infantino, je ne suis pas trop proche de tous ces acteurs, mais à travers mon analyse, je vois que c'est le vote, d'accord, du Bénin. En faveur des États-Unis. Des États-Unis et du Canada. Et du Canada qui porte sur ses fruits parce que, qu'on le veuille ou non, Gianni Infantino, c'est vrai, c'est le président de la FIFA, il n'a pas une candidature comme ça, mais oui, il penchait vers une candidature, vers la candidature tripartite États-Unis, Canada, Mexique. Et donc, le Bénin avait déjà posé les jalons. Donc, en votant pour les États-Unis, c'est qu'on avait déjà semé quelque chose. Et c'est les fruits que Deschacus est en train de récolter aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que même mon cher Afouan Jorin, il n'est plus là aujourd'hui, il en est pour quelque chose. Donc, si on va mettre tout sous la vista de Mathurin Deschacus, attention, il ne faudrait pas que... On dit souvent que l'administration a une continuité. Donc, c'est la continuité des actions qui étaient menées. Et quand je maintenant, il ne faut pas l'oublier, j'ai jamais chuté. Pardon, c'est vrai, j'ai monopolisé un peu la parole. J'aimerais chuter pour dire que Gianni Infantino est en campagne. Et donc, il faut vraiment en bénéficier pour prendre ce qu'on veut prendre. Comme on a fait contre le Maroc. On avait déjà pris 1000 ballons. Et après, on a pu voter pour le Maroc. Donc, si on peut toujours profiter de cela, ça va toujours bénéficier au Bénin. Et René Savo, profiter. Non, mais profiter. Je dis, mais au-delà de tout, il faut le reconnaître. En matière de sport, la politique il n'a pas sport sans politique, on est d'accord dessus. Et il a toujours une question d'intérêt.
il est clair que si le Bénin n'épouse pas les idéaux de l'actuel président de la FIFA, il n'aura pas visite au Bénin. Ça, tout le monde est clair dessus. Si nous ne voulons pas faire de l'hypocrisie, mais en réalité, au-delà de ça, un patron d'institution ne visite pas un pays sur un coup de tête. C'est bien ce que je voudrais dire. C'est que quelque chose s'est fait. Vous l'avez dit tout à l'heure. Nous avons eu Anjorin qui était venu. Nous avons Descharcus qui a le soutien du gouvernement. Le gouvernement qui s'investit aujourd'hui dans le développement du football. Et il a sérénité dans l'environnement footballistique. Tout ça aussi peut peser. Oui, la lune de miel entre le gouvernement béninois et l'instance de gestion du sport roi au Bénin, la Fédération béninoise de football, continue de porter ses fruits. Mais parlons à présent du ballon qui roule dans les 4 coins du Bénin. Il s'agit des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2. La Ligue 1 était à sa 10e journée le week-end écoulé. Et on dirait que USAE, Omnisport, l'équipe de votre chaîne de télévision, a perdu en temps son âme parce que l'équipe, après sa prouesse à l'entame de la saison face à l'AS Tonnerre au stade Paulin Tomaraga de Boycon, lors de la première journée, aligne les résultats mitigés depuis la 3e journée. Et les protégés de Richard Biot sont actuellement 17e au classement de la Ligue 1 du Bénin, donc dans la zone rouge, à loin des objectifs fixés par la direction du club à l'encadrement technique. Voici un aperçu de la situation du club après 10 journées de championnat. L'atmosphère devient de plus en plus lourde au sein de l'effectif de USAE FC. À l'issue de la 10e journée de la Ligue 1 du Bénin 2018-2019, Richard Biot et ses hommes occupent une décevante 17e place au classement avec 9 points sur 30 possibles. Entre manque de réalisme devant les buts, mauvais choix lors du dernier geste, défense fébrile et manque de caractère, l'équipe joue avec la zone rouge depuis la 3e journée. 5 buts marqués contre 8 encaissés. On a fait deux défaites, ce qui n'est pas du tout bien pour l'équipe. Notre équipe, c'est une équipe joueuse et vous n'êtes pas sans savoir qu'à tous nos matchs, on dépose, on joue, on fait le beau jeu, mais au finish, on perd. Et le football, c'est un peu comme ça. Quand vous trouvez des occasions et puis vous ne marquez pas, et l'adversaire prend toujours le dessus. Le club a concédé 4 défaites, dont 3 à domicile, 3 matchs nuls et 2 victoires en 9 sorties sur 10 journées du championnat. La dernière contre-performance a été enregistrée face à Assos de Porto-Novo lors du premier match de l'année 2019. Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont été battus 0 but contre 2 par le second club de la capitale. Nous avons fait un bon match ce soir. Nous avons gagné l'adversaire chez lui. C'est pas facile, c'est une grande équipe USAE, ils jouent très bien. Nous avons eu la chance de les contenir en première partie et on a su profiter des failles à la seconde mi-temps. Ce scénario, Richard Biot et ses poulains ne s'y attendaient pas. À l'aune de la nouvelle année, il voulait se relancer après les résultats mitigés enregistrés en 2018, surtout la défaite lors de la journée précédente face à l'ASPAC, 1 but contre 2. Avec ce 3e revers à domicile, l'équipe entre dans une crise apparente. Il faudra donc vite se relever. Joueurs, entraîneurs, dirigeants sont tous unanimes sur ce fait. Les objectifs fixés à l'encadrement technique, c'est de faire maintenir l'équipe. Maintenant, tout comme l'année dernière, si en juin, l'appétit vient, on ne peut pas refuser, mais nous ferons en sorte que l'équipe maintienne le cap et soit parmi les 14 premiers pour ne pas se retrouver en Ligue 2 au niveau de la saison prochaine. Une chose est sûre, nous sommes dans la course
et nous nous battrons match après match. Pour remonter la pente, l'équipe, même décimée par le départ de certains cadres, doit s'appuyer sur ses armes. Le jeu fluide mais travailler la rigueur, l'efficacité et la discipline aussi bien tactique que de groupe. Je me rappelle, René Sago, que après la défaite lors de la 3e journée face à l'AS Dragon, ici, nous avons dit ici que c'est des choses qui arrivent, que l'équipe va vite rebondir, et notamment ce match nul obtenu en terre difficile. Je vais parler à l'USS Craqué face au protégé de Magroa Oké, 0 but partout. On a dit que ça pourrait être le déclic, mais l'équipe a aligné 2 défaites de suite lors de la 9e journée et de la 10e journée du championnat. Ben ici, il faut se poser des questions par rapport à ce qui se passe, parce que après la 8e journée, nous avons constaté quand même le retour de Charbel Gomez au niveau de cette sélection. Est-ce à dire que du côté du patron de l'encadrement, on n'arrive pas encore à mettre le bon classement pour permettre à cette équipe de décoller? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, ça devient vraiment inquiétant. Ils sont en train de s'enliser dans les profondeurs du classement. Et je dis, il va falloir faire vraiment attention pour la suite et revoir ce qu'il faut corriger très rapidement avant la 11e journée. Oui, avant la 11e journée. Et à Noakapo, la 11e journée, ce sera face à l'AS Police, bon dernier au classement, mais l'AS Police qui trouve une certaine jeunesse, je veux dire, ou un regain, ou une envie. Oui, l'AS Police, je ne sais pas là où ils vont puiser leur ressort, parce que quand ils jouent contre des équipes plus cotées, c'est comme si ils retrouvent de la verve. Leurs 3 matchs nuls, c'est des matchs nuls qu'ils sont allés faire, surtout en déplacement. En déplacement, ils ont fait match nul contre Aspac, ils ont fait match nul contre Dragon, et ils sont allés faire match nul contre Énergie. Cette fois-ci, c'est contre une équipe en difficulté. Peut-être que ça peut servir de match, de relance. Peut-être la saison va véritablement démarrer pour l'AS Police. Mais quand on voit un peu la dynamique négative sur laquelle se trouve Esaü, ce sera pour eux aussi une bonne occasion. Le match, une occasion justement pour se relancer, parce que depuis le début de la saison, c'est vrai, ils ont bien commencé, mais avec les blessures, il ne faut pas l'oublier, il y a eu un creux où, si ce n'est pas qualification d'un joueur, c'est la blessure de ces joueurs phares. Il y avait Thiessan, le milieu de la plaque tournante de cette équipe en milieu de terrain, le dépositaire du jeu, qui était blessé. Et pendant 3 matchs comme ça, il n'a pas pu évoluer. Il y a aussi Alfred Limpon, voilà, le petit format de l'équipe. De l'équipe qui était sur le flanc gauche ou droit, et qui aussi a eu des difficultés en temps. Qui est actuellement à l'infirmerie. À l'infirmerie. Le capitaine qui, entre-temps aussi, était aussi blessé, un peu en méforme. Et donc tout ça là, cela vous met en difficulté tout de suite, parce que lorsqu'un élément ou 2 éléments, on arrive à manquer à votre dispositif, des éléments clés de votre dispositif, vous êtes vraiment en difficulté. Et c'est ce qui est arrivé à Esaü. Bio Richard, c'est quelqu'un qui fait un bon travail. Il a fait la saison dernière. Il avait tenu les requins entre-temps, à l'époque de ses seigneurs et autres. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en la matière. Bon, c'est vrai, ça arrive. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'équipe joue bien, surtout en première période. L'équipe compose bien et présente un football homogène, mais en seconde période, l'équipe semble. Ne trouvez-vous pas que c'est un problème de préparation? Parce qu'il faut rappeler, Esaü a terminé premier de son groupe lors de la saison écoulée, avant de terminer 6e des playoffs. Esaü avait bien préparé le championnat, parce que l'Evaya a participé à plusieurs tournois, notamment le tournoi GAF organisé par le président, son président d'ailleurs, le président Quentin Didavi. Mais cette année, c'est seulement le tournoi de la solidarité, et c'est ce tournoi qui a servi de cadre de préparation pour l'équipe. Bon, ben moi, je
je vais plutôt prendre à témoin l'entraîneur qui nous disait déjà la 3e journée qu'il n'avait pas encore l'effectif, qu'il était en train de travailler l'effectif. On suppose maintenant qu'à la 8e, 9e, 10e journée, l'effectif est déjà au point. Je voudrais plutôt partager les inquiétudes d'Arnaud Akapo par rapport aux blessures. Mais parler de la préparation, je dis, ça me donne un peu de bémol de ce côté. Je peux plutôt souhaiter qu'on ait le retour des blessés en sélection pour que l'équipe puisse quitter cette zone rouge. Et je pense que le match à ne pas perdre, c'est le prochain match contre l'AS Police parce que d'abord, ça serait au stade René Pleven, un stade que les AE connaît bien. Donc, c'est défaite interdite sur toute la ligne. Sinon, là, ça devient extrêmement grave. L'autre équipe qui ne marche pas en début de cette saison, où on peut dire après 10 journées du championnat, c'est Soleil FC d'Apapa. Soleil FC, est-ce que le soleil continue de briller du côté d'Apapa? Je n'en sais rien. Et nous allons suivre les réactions, bien sûr, de l'entraîneur de Soleil, Jonas Bidé, et de son homologue de AEMA, Hubert Renfort, à la fin de leur match. Victoire pour les protégés de Pedro AEMA en déplacement à René Pleven, 2-0. On vient de faire notre 5e défaite du championnat, ce qui est inadmissible pour une équipe de cette envergure. Donc pour moi, je ne me décourage pas, je continue le travail et je suis... en tout cas, je suis sûr que ça ira par la grâce de Dieu. Dans la semaine, on va mettre un certain nombre de choses au point pour pouvoir aborder le prochain match avec beaucoup de détermination. On est très content parce qu'on avait à cœur de gagner au moins une fois à l'extérieur. C'est notre première victoire à l'extérieur, on est content. On avait à cœur quand même de prendre 3 points. Depuis qu'on a commencé avec 10 journées, on n'a jamais gagné à l'extérieur. Donc on a vraiment à cœur, on a bien travaillé dans la semaine pour félicitations aux joueurs. On est comme maintenant, c'est déjà des repas, le championnat est long, donc il faut déjà oublier, tirer les enseignements et puis déjà dès lundi, repartir à l'entraînement et penser à la réception de Panthère, je crois, le week-end prochain. Tout comme l'entraîneur Hubert Renfort, son président Alphonse Pedro est tout heureux de cette prestation de sa formation et il s'est confié à nous également à la fin de la rencontre. Je peux vous dire, mes expressions, c'est des expressions de joie. Je suis heureux, j'étais quelque part et je voulais suivre le match, mais j'étais empêché. Mais j'ai appelé pour demander si c'est fini, ils m'ont dit non. Ils dit bon ok, j'ai fini là où je suis, je vais venir voir. J'ai regardé, c'est bien, on a les 3 points, c'est bien, l'équipe adverse aussi a bien joué. Mais aujourd'hui, la chance a souri de notre côté. Et on a emporté les 3 points. Mes vœux d'abord à l'endroit de tous les sportifs, c'est de santé, de paix, de joie, de bonheur autour de nous tous, de notre famille, autour de notre travail, là où nous travaillons respectivement pour nourrir nos joueurs. Et à l'endroit des joueurs aussi, des coachs, je leur souhaite la paix, la santé, le bonheur. Soulignons également que juste après cette journée, la commission de recours de la Fédération béninoise de football a rétrocédé les 3 points récupérés par PKFC après une réserve de réclamation portée pour le fait que l'AEMA a allié 6 joueurs étrangers contre cette formation. AEMA récupère ces 3 points et est deuxième au classement. Désormais 3e au classement avec 18 points. Ouais. 18 points, il faut dire. Bon, c'est là où moi je suis un peu peiné parce que déjà même les points retirés à Yema, c'était venu un peu tard. Moi j'aimerais demander à la commission 1 d'homologation de discipline de bien voir, de bien travailler juste après les résultats pour que la semaine avant un autre match, avant une autre journée, qu'on ait réussi à point pour que les gens sachent comment faire. Donc c'est la petite observation. Yema qui est revenu pour prendre ses points et caracole dans le top 3, c'est déjà intéressant de le constater ainsi parce que c'est une équipe qui joue aussi. Moi je les ai vus contre Aspac, ils ont perdu 1-0, mais c'est une équipe qui joue. Oui, mais la raison évoquée par la commission de recours, c'est qu'il fallait payer les frais de réserve par virement bancaire, ce que
Aïma et Béké FC n'a pas fait et a payé au comptant. C'est ce qui a pesé dans cette décision. Oui, ben, si nous nous référons à l'extrait, bien sûr, de la décision, parce que nous n'avons pas encore la décision intégrale, c'est bien la raison qui a pesé. Ben, quelque part, une grande interrogation se pose parce que par rapport à la décision de la commission de recours de la Ligue de football du Bénin, la grande interrogation est de savoir si déjà, au moment où la décision se prenait, un compte bancaire était déjà disponible. Bref, nous allons attendre pour voir la suite du feuilleton parce que déjà, de sources proches de l'équipe de Béké, on n'entend pas lâcher les choses. J'espère que nous n'allons pas avoir trop de perturbations au niveau de cette ligue qui aborde déjà sa 11e journée. Mais ce qui est sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, Béké perd 3 points, donc 0 points, 2 buts pour avoir marqué 2 buts et Aïma 3 points, 3 buts pour le compte de la 3e journée. Donc Béké est rétrocédé à la 9e place avec 12 points goal différentiel plus 3 et bien sûr Aïma 18 points goal différentiel plus 4. Oui, nous restons avec vous pour découvrir les résultats de les autres résultats, surtout quelques-uns. Mais voilà, les autres résultats d'avant, Énergie AS Police 0 but partout, ESAE qui a été tenu en échec par Assos 0-2, Dynamo d'Abomey Asvo 3-1, US Craqué Jacques 0 but partout, Soleil Aïma 0-2, Avrancourt a été tenu en échec par les Panthères de Djougou 1 but partout, Dragon a été surpris par les Portuaires 2 buts à 1 sur leurs propres installations au Stade Charles de Gaulle. Pardon, à Misérité, bien sûr, et Tonnerre Béké, 1 but partout, et enfin, UPI ONM a été battu par le champion anti 2 buts partout. Et a été battu, pardon, par le champion anti 2-0, voilà. Oui, le classement. Alors, pour ce qui concerne le classement, les joueurs de la Cité des Kobo gardent la Palme d'Or, premier avec 23 points goal différentiel plus 12, suivi de Aspac qui fait un gros bond, 19 points goal différentiel plus 6. Troisième à l'instant, on l'a dit, Aïma avec 18 points goal différentiel plus 4. La 4e place est occupée par cette équipe qui fait un bon bout de chemin et à suivre Assos 17 points goal différentiel plus 4. Et dans le bas du tableau, nous avons ESAE qui est vraiment mal placé, 9 points goal différentiel moins 3. UPI ONM 8 points moins 6 et bien sûr la lanterne rouge. AS Police, futur adversaire bien sûr de ESAE, 3 points goal différentiel, moins 15. Juste en quelques secondes, est-ce que ce classement, les Buffs FC du Borgou existent, ils sont à part, et les autres clubs, les pourchassent, je vais dire? Ben, au vu de ce que fait Buff là, 2 premières journées, 2 nuls. Après les 7 derniers matchs, ils ont remporté tous ces matchs, à l'extérieur comme à domicile. Et quand vous les voyez jouer, franchement, oui, on peut dire que c'est la locomotive qui draine tout ce qui reste. Oui, on l'avait déjà dit à la dernière émission, les Buffles pètent la forme et le plus gros souhait qu'on puisse leur faire en début d'année, c'est de garder bien sûr le cap, sans oublier bien sûr cette majestueuse équipe de l'ASPAC qui est aux aguets, attention, 4 points de différence, 19 points goal différentiel plus 6. Et je l'ai dit à l'instant, il y a des équipes comme Assos Panthère qui sont en progression parce que déjà 2 victoires d'affilée, il faut faire très attention à cette équipe. Ce n'est pas complètement gagné pour les Buffs parce que quand vous voyez la différence, hein, ça fait 4 points. Aspac, l'ambition d'Aspac, c'est le titre aussi. Une équipe qui titille avec un entraîneur, Abdou Ibrahim, qui revient de loin maintenant en force. Ben, justement, il faut dire par rapport à Aspac aussi, ils ont aussi une bonne stat. 6 matchs sans défaite. Et, la seule défaite d'ailleurs, c'était contre Béké en déplacement. Et tout ce qui reste, ils ont fait 4 matchs, 4 victoires. Ils sont allés battre Dragon, ils ont battu Isaïe, ils ont battu Assos en déplacement aussi. C'est une équipe qui, d'accord, sur ces déplacements, d'accord, je crois 18 points possibles, en ont pris 11. Et puis à domicile, sur 12, on a pris 8. Donc c'est aussi une équipe qui sait voyager et qui sait faire les choses. Rapidement, les affiches de la 11e journée. Bien, pour la 11e journée, nous aurons déjà dès vendredi prochain
Soleil avant Omnisport du côté du stade René Pleven. Le samedi, nous aurons Ezae qui serait l'hôte de l'AS Police au stade René Pleven à 16h. À Missété, Assos reçoit Énergie. Du côté de Parakou, Tonnerre serait l'hôte des Buffles. Le dimanche, nous aurons Ayema Panthère du côté du centre d'excellence de Missété à René Pleven. Aspac croisera les crampons à l'équipe de Dynamo d'Abomey. Du côté de Dangbo, Dragon serait l'hôte de Asbo. Une rencontre à suivre. Du côté de Bemberken, UPI ONM va tenter de défier l'équipe de Beke. Et enfin, du côté de Paubert, l'US Craqué se déplace pour affronter la jeunesse sportive de Paubert. Les résultats, classement et affiches de la Ligue 2. Ben oui, c'était la 9e journée, la journée qui s'est écoulée. Il faut dire qu'à Kanké a été battu par Espoir 4 buts à 1. À Kanké qui est dernier de ce classement seulement avec 6 points. Et Espoir de Savalou prend la 4e position. Real de Parakou, le club qui est sorti de la 3e division, a battu l'UNB en déplacement 5 buts à 0. Et puis la première victoire de la GSA, je dirais, en 8 journées, eh bien, la GSA a battu l'AS Tado 1 but à 0 pour le classement. AS Cotonou 21 points, Audio 2e 20 points. Et puis Real de Parakou 19 points, 3e en bas de tableau. On retrouve 15e UNB, AS Tado 16e, GSA 17e, 18e. La GSO, la jeunesse sportive de Ouida, et puis à Kanké, bon dernier. Il faut dire qu'il y a un match en retard qui va se jouer aujourd'hui même. Ce sera à Parakou, entre le Real de Parakou et Requin, club relégué. C'est le match de la première journée. Ça n'a pas été joué parce que les Requins étaient dans le temps en difficulté. En crise, il ne faut pas... en tout cas... en crise simplement. C'est vous qui le dites, hein, oui, je le prends comme ça. Parce que c'était à l'époque un club à plusieurs têtes. À 3 têtes, pour être plus précis. Aujourd'hui, les 2 sont coupés, il y en a une. Donc, il faut dire que ce match-là va précéder la 10e journée qui aura lieu la prochaine fois. Il y aura un match, un big match, je peux dire. C'est un match en haut de tableau qui va opposer Espoir de Savalou et Cavalier. C'est le 4e contre le 5e. Et la GSA, qui a eu sa première victoire, va jouer l'AS Cotonou, les leaders. Ce sera encore un match difficile pour le club d'Agoni. Oui, le club d'Agoni et notamment de notre consultant pour le compte de cette Coupe du Monde 2018 en Russie. Je veux parler de Valère Wandinou, ex-sélectionneur également des Écureuils juniors. Et ce qui a marché ou qui a presque marché, c'est au niveau du tournoi intermédiaire. Et de ce côté, l'équipe du groupe de presse Ezae a frôlé l'espoir dès sa première participation au tournoi intermédiaire initié par le réseau des journalistes de sport au Bénin en 2014, opposé à la chaîne mère LOI-TV en finale. Ezae Omnisport a été renversé 2 buts contre 5 après avoir mené au score le 22 décembre dernier du côté de Flex Foot. Suivez le compte rendu. Première participation presque aboutie pour Ezae Omnisport au tournoi intermédiaire Team. L'équipe de football du groupe de presse Ezae termine vice-championne du tournoi intermédiaire 2018. En finale, les protégés de Clément Adeoti Adéchian se sont inclinés 2 buts contre 5 face à leurs homologues de Nagra FC de l'ORTB à Flex Foot le 22 décembre. Participer à une première édition et être en finale, franchement, je suis content parce que tout est grâce, comme je l'ai dit. On n'a pas gagné, donc je peux dire qu'on ne l'a pas mérité. Seulement que si on est là, nous on se voyait, d'accord, on se voyait ici. Et là où les gens nous ont vus aujourd'hui, on se voyait ici, ils ne s'y attendaient pas. Mais nous on se voyait déjà loin dans la compétition et venir en finale pour nous n'est pas du tout étonnant. Malgré un effectif à 90% diminué par des pépins physiques, Arnaud Akakpo, Medrid Gbemenou, Raphaël Adjovi et consorts ont fait douter leurs adversaires, les favoris désignés de la 5e édition du tournoi intermédiaire. Ce trophée nous filait entre les doigts depuis 4 ans, comme je dis. Et enfin, cette fois-ci, je pense qu'on a fait le nécessaire pour y arriver. De l'abnégation, de la volonté, de la solidarité. Nous avons rencontré une équipe des AE qui, au début du tournoi, était forcément inattendue à cette étape de la compétition. Il faut dire qu'elle nous a donné du fil à retordre et heureusement que nous étions rentrés dans cette rencontre sans les minimiser. Pour une première édition, je crois que c'est une équipe qui a prouvé beaucoup de choses.
Elle a essayé de respecter ses armes, de jouer avec ce qu'elle avait de plus. Et au thème, elle a pu donner ce qu'elle pouvait. Mais en face, il y avait Nagra qui est un des habitués du tournoi. Et puisque Nagra a participé à toutes les éditions. Ce qui fait que cette expérience a certainement eu le dessus sur l'équipe de Esaü. Au coup d'envoi de la finale, les joueurs de la première télévision en ligne béninoise n'avaient rien à perdre, mais tout a gagné devant la maison mère, l'OFTB. À la 18e minute, Esaü Omnisport ouvre le score sur une superbe frappe de son vice-capitaine Médric Bemenou avant de se faire rattraper et devancer par les hommes de Joël Hundolo à la mi-temps. 1 but contre 2. 2 minutes après le retour des vestiaires, ils rétablissent la parité grâce à Krébert Sessinou. Mais la condition physique a eu raison de leur détermination à aller chercher le Graal. Nagra en profite pour inscrire 3 autres buts. Grâce à cette victoire, Nagra, vainqueur de la première édition du tournoi intermédiaire, repart définitivement avec le trophée François Messan. L'équipe remporte également le trophée Fair Play Jean Dieudonné Douba. On a suivi en tant que jeune Jean Dieudonné Douba, on l'entendait à la radio. On a vécu l'activité de François Messan. C'est 2 amoureux du football qui, au micro, vraiment allaient dans le sens du jeu. C'est bien de les honorer par ce tournoi et l'honneur pour nous est plus grand encore parce que Jean Dieudonné Douba est de l'OFTB et puis gagner ce tournoi en son honneur, ça nous rend plus fiers. Le capitaine de Nagra est désigné meilleur joueur du tournoi, son coéquipier Joël Mian, meilleur buteur avec 6 buts. Le titre du meilleur gardien de la compétition est revenu à Hugues Zogo de la radio Carrefour. Au niveau des arbitres, Fadel Adeinka a reçu le sifflet d'or pour la 4e fois de suite. Le rideau tombé sur la 5e édition du tournoi intermédiaire, le bureau exécutif du réseau des journalistes du sport au Bénin RJSB annonce une nouvelle saison avec des innovations majeures. Anou Akapo, vous avez promis, vous avez défié même ici, il n'est pas là aujourd'hui, nous avons une pensée pour lui. Je veux parler du rédacteur Fidèle en chef, Fidèle Akorodja de Ado TV. Vous l'avez défié que Esaü est venu pour remporter le titre, mais vous avez oublié Nagra FC qui vous attendait. En fait, surtout est-il qu'il y a une petite victoire parce que on est allé en finale pour une première participation. Fidèle Abdallah Akorodja, on l'a battu, on a battu son équipe en demi-finale. Donc c'est déjà très intéressant. C'est vrai, quand on participe à une compétition, c'est pour la gagner. On ne l'a pas gagné parce qu'il y avait un plus fort. Il y avait quelqu'un qui était meilleur que nous. Et c'est bien sûr c'est Nagra. Et quand vous le voyez jouer, c'est une équipe qui a d'ailleurs remporté la première édition en 2014. Et ils couraient derrière ce trophée. Au cours du tournoi, ils ont perdu leur premier match. Ils sont allés chercher un coach pour remobiliser la troupe. Il faut préciser, ils sont allés prendre un coach professionnel de la Ligue 1 du Bénin de football. Un coach adjoint d'une équipe du genre, une équipe qui est bien connue, un coach qui est bien connu. Donc ce n'est pas rien. Bon, c'est aussi des aînés, juste pour blaguer. Donc il faut quand même leur laisser le droit d'aînesse. Hormis ces excuses, est-ce qu'avec le recul, vous ne nourrissez pas un peu de regret parce que pour avoir mené au score, vous avez tenu d'abord en début de match environ 5 minutes à 4 contre 11 après la sortie de votre vice-capitaine Médric Bemenou. Mais malgré cela, vous avez tenu et à son retour sur l'aide de jeu, il a inscrit magnifique but. S'il y avait un trophée pour le plus beau but du tournoi, ça aurait été son but parce que c'était une frappe magnifique depuis sa base arrière et ça a fait mouche. Bien. Bon, c'est vrai, on nourrit un peu de regret, forcément, surtout quand vous voyez la trame du match. On a mené, ils ont égalisé. C'est juste avant d'entrer au vestiaire qu'on prend le second but sur une petite erreur, les débuts même. Vous réagissez bien. Quand on a repris, et après, on a sombré dans une sorte de... On se disait, mais cette équipe, elle est prenable. En fait, en football, il n'y a pas bon, c'est gagné d'avance. C'était un peu ça, parce que lorsque vous voyez les 20 premières minutes du match, cette équipe de l'OFTB, les gens se disaient même, écoute, l'OFTB c'est l'OFTB ça.
parce qu'ils ne se retrouvaient pas du tout. On s'est dit, ben, finalement, cette équipe-là, c'était un épouvantail qu'on craignait, mais on pouvait la prendre. Mais finalement, l'expérience, ils ont eu l'expérience de plus que nous, parce que c'est une équipe qui, sur presque tous les compartiments, était au point. Bon, c'est vrai que ce n'est pas qu'on n'était pas au point, mais au mental aussi, ils ont pu le faire. Et bon, voilà. On regrette un peu de ne l'avoir pas fait. En tant que membre du staff technique, je peux dire que Esaü, comme d'ailleurs dans le reportage, le journaliste l'a souligné, Esaü Omnisport, bien sûr, a joué avec des joueurs blessés. Voilà, justement. 90% de l'effectif devrait être à l'infirmerie, mais malgré ça, ils ont montré avec de la détermination, mais le football demeure ce qu'il est. Ils ont chuté et lourdement. Donc, il faut dire que Esaü doit reconnaître nettement sa défaite, parce que à 5-2 ne trouvait pas forcément des palliatifs par rapport à cette... Non, mais écoutez, ce n'est pas... Il faut pas regarder... Je sais que j'ai tout le staff de Esaü, mais quelque part, Akapola dit dans sa chute... Mais n'oubliez pas l'occasion de 2-0 qu'on a raté juste après... Oui, je suis d'accord. Mais Akapola dit lui-même dans sa chute, Nagra était au point dans tous les compartiments. J'ai ajouté surtout mental. En fait, je voudrais juste dire bravo à l'équipe de Esaü qui est déjà qualifiée d'office pour la prochaine édition. Mais c'est vous dire que l'équipe de Nagra du passé, parce que c'est 5 participations pour 5 éditions, 2 trophées, et vous avez vu l'expérience à payer, parce qu'après le faux pas, 4-2 à l'entrée, ils ont su rattraper jusqu'en finale. Et je dis, ce score face à, bien sûr, Nagra n'est pas un si mauvais score. Il vous revient bien sûr de pouvoir revoir ce qui n'a pas marché et bien vous préparer, parce qu'il a une leçon, vous l'avez dit tout à l'heure. Nagra, qui a joué pendant 5 éditions avec le même entraîneur, Francis Koyoun, a dû faire recours à un professionnel, est parti à le trophée. L'année passée, c'était Roger Nama, un professionnel, entraîneur de UPONM, qui était sur le banc victoire. L'année prochaine, vous savez ce qu'il faut faire, et c'est ici qu'il faut lancer un appel, bien sûr, au fondé. Je veux parler de M. Clément Adesina, qui fait beaucoup. On y a cherché Mourinho. Ne vous inquiétez même pas. On y a cherché José Mourinho, Pep Guardiola. Les dispositions sont en train d'être prises pour que Esaü Omnisport se prépare de la meilleure des manières pour, cette fois-ci, en 2019, remporter cette coupe, surtout lorsque, ce moment-là, lorsque vous entendez que Nagra FC va partir définitivement avec le géant trophée, on a un pincement au cœur. Et nous allons boucler cette émission avec le marathon Odile Aronwanou, la 3e édition qui s'est déroulée le 22 décembre dernier du côté de la route des pêches. De la route des pêches. C'est Alassane Benti chez les dames et son alter ego Daouda Korongo en homme qui se sont imposés au finish. Mais cette compétition initiée par la championne d'Afrique d'heptathlon, Odile Aronwanou, a pour objectif de faire découvrir l'athlétisme aux jeunes béninois. Et 2 jeunes béninois venus directement de Parakou, et on prépare à cette compétition. Reportage. Samedi 22 décembre 2018, environ 150 passionnés du sport prennent d'assaut la plage de Fidjrosset-Djako à Cotonou pour parcourir les 15 km de la 3e édition du marathon Odile Aronwanou. Les objectifs de ces participants sont divers. Certains ambitionnent remporter le premier prix, mais d'autres y sont pour découvrir la compétition. Les jumeaux Ilimata Mouda et Nassif Touré, respectivement basketteuses et footballeurs résidant à Parakou, nourrissent des ambitions bien différentes. Pour ce marathon, je ferai l'effort d'être parmi les 3 premiers. Je vais essayer de me donner au maximum. C'est pour la première fois que je fais un marathon à Cotonou. Donc je ne connais pas encore le circuit, mais puisque c'est pour ça que je suis là, je vais essayer de me donner à fond pour que ça donne un bon résultat. Je suis d'abord content, très heureux de participer parce que voilà, j'entends parler de ça, mais je n'ai jamais eu la chance de participer, donc pour la première fois. Je n'ai pas vraiment d'objectif, l'essentiel c'est de participer d'abord.
Après quelques minutes d'échauffement et les dernières consignes des officiels, la promotrice entourée de ses hôtes donne le coup d'envoi de la course. Au bout d'environ 90 minutes de foulée dans un circuit fermé le long de la route de la pêche, Nassif termine à la 83e place. Sa sœur Ilimat, quant à elle, a bouclé la course en compagnie de 2 autres concurrents, dont le père Guillaume, promoteur du marathon salésien de Parakou. Ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est que j'ai rencontré le père Guillaume du marathon salésien, les amis basketteurs et mon frère jumeau. Et puis on a couru du début jusqu'à la fin ensemble. On ne s'est pas vraiment trop soucié de ceux qui nous avaient déjà devancés. On avait pour objectif de courir ensemble, de commencer ensemble et de finir ensemble. On l'a fait et puis on est content. Anne Benti chez les dames et Daouda Korongu chez les hommes habitués de ce genre de course ont remporté le marathon Odile à Roannou 2018 avec respectivement un chrono de 48 minutes 10 secondes et 39 minutes 55 secondes. L'organisatrice de la compétition s'est réjouie du bon déroulement de la course. Voilà, la course a fini en bonne et due forme. Tout le monde est arrivé sain et sauf, donc je suis très contente que ça s'est passé de cette manière. Nous, on garde toujours l'objectif de pouvoir déplacer le marathon. Et je pense que pour Cotonou, c'est la première expérience pour nous. Donc on a vu les défauts, nos erreurs, nos défauts et je pense que la prochaine fois, on pourra essayer de mieux s'y mettre pour que voilà, les retards, par exemple, de départ ne soient plus quelque chose à répéter. Mais sinon, l'objectif est vraiment atteint. En attendant la prochaine ville hôte de la compétition, une démonstration des épreuves de l'heptathlon par la championne d'Afrique 2018 a fait tomber le rideau sur le marathon Odile à Roannou, Cotonou 2018. Nous sommes au thème du premier numéro de l'année 2019 de Sport Plus. Vos mots. Ben oui, et ce qu'on peut dire, on a commencé par le dire dès le début de l'émission, c'est de souhaiter une heureuse, une année de prospérité déjà à l'émission, à la réalisation, à nos internautes, surtout ceux qui nous suivent et qui restent toujours connectés, parce que le meilleur reste à venir sur Esaü Europe TV. Le meilleur reste à venir. René José Sago. Ben, Arnaud l'a dit, longue vie à Sport Plus et à toute l'équipe. Ceux qu'on ne voit pas à l'écran, bien sûr, qui font un travail énorme. Je veux parler de tout le service technique, les cadreurs, etc., qui nous accompagnent. Que Dieu leur prête tous la santé, le bonheur et le reste viendra, comme l'a dit l'autre. Merci beaucoup et à bientôt. C'est la fin de ce premier numéro de Sport Plus de l'année 2019. Mon réalisateur Joseph Gbediga et mes cadreurs Jefté Hungue et Christian Thomas Imena et le chef plateau Christian Humpegan ainsi que Espero Nukome et mon monteur et à la diffusion Ruit Sodedi ainsi que toute la rédaction de Esaü TV avec à sa tête Nadej Chiwan vous remercie et vous souhaite une fois encore bonne heureuse année 2019.